Reportage difficile à Moscou, plusieurs TV européennes vont boycotter les Jeux. Ronald Reagan, George Bush, c'est le ticket républicain pour les élections américaines. Grande-Bretagne, après les chemins de fer, Madame Thatcher veut privatiser la poste. Messieurs, bonsoir. Dans 2 jours, l'ouverture des Jeux Olympiques de Moscou, et ce sont eux qui ce soir encore prennent la première place de ce journal. Des Jeux, vous le savez, très controversés. Fallait-il y aller? Fallait-il les couvrir? Fallait-il retransmettre les cérémonies d'inauguration auxquelles plusieurs nations, dont la France, ne participeront pas? Hier, vous le savez, le conseil d'administration de l'N2 a répondu non à cette dernière question, ce qui a valu une protestation du groupe communiste à l'Assemblée nationale auprès des directeurs des 2 premières chaînes. L'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et les États-Unis ne retransmettront pas non plus. Et un appel au boycottage a été lancé par la BBC et l'Union européenne de radio-télévision pour protester contre l'interdiction de suivre aujourd'hui la répétition de cérémonie d'ouverture. La BBC qui a enfreint cette interdiction, vous allez voir comment. Le stade olympique de Moscou. Tout est prêt pour l'ouverture solennelle des Jeux qui doit avoir lieu samedi. Les autorités soviétiques ont même prévu pour aujourd'hui une grande répétition. Une bonne occasion pour nos confrères britanniques de vérifier si tout va bien et les images que vous voyez, eh bien ils les ont filmées il y a quelques heures et elles sont donc en cours de transmission vers Londres. Mais regardez bien, ce panneau indique que la transmission est interrompue. C'est donc ce panneau que l'on reçoit à Londres. Tout autour du stade, l'armée a bouclé les installations. Plusieurs milliers de soviétiques se pressent pour assister à la répétition générale. Une répétition totalement interdite aux correspondants étrangers. Ils vont d'ailleurs pouvoir le vérifier. L'entrée est refusée à tous les journalistes étrangers. C'est ainsi que notre confrère de la BBC, nanti pourtant de toutes les autorisations nécessaires pour pénétrer dans le stade, va se faire lui aussi refouler, et il pose la question: qui commande ici la sécurité olympique ou bien la sécurité de l'État? Malgré tout, l'équipe britannique a réussi à faire ces quelques plans volés où l'on se rend compte que la répétition a bien marché, mais hélas, sous des trompes d'eau. Alors le débat sur ces Jeux n'est pas clos, nous l'ouvrirons à nouveau demain soir au cours d'un journal spécial Jeux Olympiques avec les prises de position des uns et des autres, et puis samedi après-midi dans les Jeux du Stade. Et d'ores et déjà, le Français Maurice Herzog s'est exprimé à l'heure du déjeuner dans Antenne de Midi. Naturellement, il ne s'agit pas de Jeux Olympiques normaux, car la défection des États-Unis, du Japon, de la République fédérale d'Allemagne porte tout de même un coup important au déroulement des Jeux Olympiques. Néanmoins, ce ne sont pas des Spartakiades. Il y a une participation mondiale qui est tout de même substantielle et qui permet des affrontements sportifs au plus haut niveau, surtout dans certaines disciplines qui sont tout de même intéressants. Mais tout de Naturellement, il y a des disciplines dans lesquelles il y aura des lacunes importantes. C'est pourquoi ces Jeux, malgré tout, ne seront pas d'une bonne année olympique. En ce qui concerne la retransmission de la cérémonie d'ouverture, je n'étais pas au courant avant d'entrer dans ce studio, et c'est avec un peu d'étonnement que j'apprends que la cérémonie d'ouverture ne sera pas retransmise en France, ni sur vos antennes, ni sur celle de TF1. Oui, j'ajoute qu'on entendra l'hymne américain pendant la cérémonie de clôture, malgré une lettre de la Maison-Blanche qui ne voulait pas, mais le CIO a été intraitable. J'ajoute aussi que des intellectuels et des personnalités politiques allant du PS aux radicaux de gauche, à l'UDF et au RPR ont lancé un appel pour une manifestation de soutien au peuple afghan le jour de l'ouverture des Jeux devant l'ambassade d'Afghanistan à Paris. Et puis en ce moment même, une manifestation pour la défense des Juifs en URSS, toujours à Paris. Retour au sport avec l'arrivée de l'étape du Tour de France à Saint-Étienne. Pas de surprise, l'Irlandais Sean Kelly l'a emporté légèrement détaché devant l'Espagnol Lapareta. Et 20 secondes derrière, vous le voyez, le peloton. Pas de changement au classement général. Zoutmel toujours maillot jaune devant Martin et Kuiper. Mais ce soir à Saint-Étienne, on parle surtout d'autre chose. On évoque une nouvelle polémique sur le dopage, car le docteur Miseret, le médecin officiel du Tour de France, s'en est pris aux corticoïdes, médicaments autorisés, mais qui, selon lui, seraient responsables d'un certain nombre de pépins pour les coureurs, et notamment cette recrudescence de tendinite. Nous l'écoutons.
Écoutez, je voulais pas en parler parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas, mais là je vois devant vraiment quand même une véritable épidémie de tendinite. Je pense qu'il fallait quand même un petit peu parler des soins particuliers que prenaient les coureurs. Alors, ces coureurs sont suivis par leurs médecins, des médecins d'équipe, qui généralement leur disent le contraire de vous. Pourquoi vous écouteraient-ils plutôt qu'eux? Non, il faut dire qu'il y a des médecins d'équipe qui préparent très sainement leurs athlètes et d'autres, au contraire, qui prescrivent des substances qui sont, à mon avis, très nuisibles pour des coursiers de haute compétition. Les responsabilités, il faut savoir à qui les attribuer. Quand j'ai posé la question concernant les soins donnés à Hinault, on m'a répondu le docteur a pris ses responsabilités. Je crois que tout docteur, dans ces cas-là, prend ses responsabilités. Et les coureurs ne sont pas attaquables, puisque les soins qu'on leur fait sont les soins qu'on pourrait vous faire si vous avez un mal quelconque. Et je crois qu'actuellement, dans le cyclisme professionnel, on marche à contre-courant, parce que du moment qu'on est cycliste professionnel, on n'a plus le droit de se soigner. Alors ça devient quand même aberrant. Et le cyclisme et le contrôle médical est à revoir complètement. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Tour de France est une épreuve très difficile, très éprouvante, et qu'elle nécessite vraisemblablement quand même des soins un peu spéciaux. Il y a eu l'ère des amphétamines qui étaient des puissants stimulants, ça personne ne peut le contester. La cortisone a un effet stimulant, euphorisant, passager, c'est incontestable. C'est pour ça que certains coureurs prennent de la cortisone. Malheureusement, les effets secondaires sont catastrophiques. Surtout, c'est des sujets qui sont soumis à des épreuves de longue durée, répétées, et ces coursiers ne font qu'écourter leur carrière. Bref, il est pratiquement impossible d'être soumis à un aussi gros effort sans stimulant. Je ne pense pas que ce soit impossible, puisque je connais d'anciens grands champions, et je suis persuadé qu'il y en a des grands champions actuellement dans le peloton qui marchent pratiquement d'une manière qui marche sans stimulant. Oui, outre le docteur Miseray, nous avons entendu l'adjoint de Maurice Demeure, qui est le directeur sportif d'une des grandes équipes de ce Tour de France. Quelques autres télégrammes de sport. D'abord, sachez que vous pourrez peut-être assister aux 400 mètres haies de la réunion de Charletti, à laquelle participe l'Américain Moses, qui, s'il avait été à Moscou, aurait été le grand favori pour la médaille d'or. Peut-être donc un record ce soir en direct, si les lisons marchent dans le journal dans quelques minutes. Un record du monde, il y en a eu un cette nuit à Toronto. Le Canadien Smith est désormais le plus rapide au monde en 400 mètres nage libre. Et puis, honneur aux oubliés, voilà plus d'un mois que nous ne vous parlons plus de Transat en solitaire, et pourtant, jour après jour, des concurrents franchissent la ligne d'arrivée à Newport, 62 d'entre eux, d'ores et déjà, il reste encore 12 en course. Enfin, tennis, Coupe de Galéa, la France qualifiée pour la phase finale, elle a battu le Chili 4 victoires à 1. L'exposition universelle de l'an 2000 se tiendra dans le nord-est de l'Île-de-France, dans un quadrilatère qui serait délimité par Roissy, Le Bourget, La Villette et Marne-la-Vallée. C'est ce qu'a annoncé, sans en dire plus, le président de la République cet après-midi. Évoquant l'avenir de l'Île-de-France, il présidait une réunion en sens à l'Élysée. Ville nouvelle, transport en commun, avenir économique, très schématiquement et un petit peu trivialement, le fameux métro-boulot-dodo, inventé il y a 15 ans. Alors, où en sommes-nous ? La réponse de Dominique Laury et de Patricia Charnelet. Il s'agissait aujourd'hui de définir les grandes orientations pour les 20 prochaines années. Bien des choses ont changé depuis 1965, date du précédent plan qui présidait aux destinées de la région Île-de-France. En réalité, les responsables se sont trompés dans leurs prévisions. Ils prévoyaient que la population de l'Île-de-France atteindrait 14 à 16 millions d'habitants en l'an 2000. Or, on sait déjà qu'elle sera environ de 10 millions, son chiffre actuel. Premier grand chapitre donc au centre des discussions, l'urbanisme. Les élus et les responsables insistent sur la réhabilitation des logements anciens et sur la nécessité de maintenir la population au centre de Paris ou dans la proche banlieue. Mais est-ce réellement compatible avec les prix démesurés des logements et les intérêts économiques des promoteurs, des entrepreneurs et des propriétaires? Les associations de défense de l'environnement dénoncent le développement anarchique de la population. En effet, en Île-de-France, elle représente près de 20% de l'effectif total français sur 2% seulement du territoire. Cet entassement, cette concentration sont responsables pour certains de la dégradation de la qualité de la vie et de la pénurie des logements. Actuellement, on connaît une situation absurde.
Alors que les habitants quittent le centre de la capitale pour la banlieue, les emplois, eux, suivent un mouvement inverse en se concentrant à Paris. D'où l'importance des transports, le deuxième volet des discussions de cet après-midi. Les transports sont à la région et entre autres à l'agglomération ce qu'est le réseau sanguin dans le corps humain. Il irrigue. Il nous faut donc des transports en commun d'abord, puis des transports de route, des autoroutes qui fassent communiquer les banlieues les unes avec les autres et qui permettent d'entrer et de sortir de l'agglomération. Et puis les problèmes de transport en commun qui permettent de transporter rapidement et d'une manière confortable les gens, particulièrement les populations et particulièrement aux heures de pointe. La situation des transports est en réalité très mauvaise puisque la RATP et la SNCF banlieue ont un déficit de près de 3 milliards de francs pris en charge par l'État, donc par l'ensemble des contribuables français. Les élus ont insisté sur la nécessité de développer l'autobus et les liaisons de banlieue à banlieue. Mais l'extension des routes et des autoroutes doit-elle être poursuivie alors que la circulation est beaucoup moins dense qu'elle n'était prévue lorsque les projets de développement routier ont été lancés? Enfin, le chef de l'État et les responsables de la région ont parlé de l'avenir économique. La politique de décentralisation est largement critiquée par de nombreuses personnes qui se demandent pourquoi on supprime des emplois de plus en plus nécessaires dans la région parisienne au profit de la province. En fait, il faut avoir conscience que la région d'Île-de-France pèse très lourd dans l'économie nationale et c'est le parlementaire et non pas le président du conseil régional qui dit aujourd'hui qu'il faut modifier l'état général des procédures qui sont des contraintes pour la région d'Île-de-France. Il est vrai que l'aménagement du territoire impose des lourdes contraintes aux entreprises. Les sociétés qui veulent installer des usines ou des bureaux en Île-de-France doivent par exemple payer une taxe très importante. À l'Élysée, cet après-midi, on a donc plaidé la cause de Paris et de sa région. Il est certain en tout cas que le plan qui sera présenté dès la rentrée aux conseils généraux et aux assemblées régionales influencera à l'avenir proche d'1 Français sur 5. Oui, Dominique Laury a demandé au président de la République s'il n'y avait pas de contradiction entre la politique d'aménagement du territoire qui favorise le déplacement des entreprises en province et puis le développement de cette politique économique de l'Île-de-France. Nous l'écoutons. La politique d'aménagement du territoire est une nécessité à l'heure actuelle. Nous avons dans un grand nombre de régions françaises des problèmes d'emploi, des problèmes de développement industriel et donc il faut être tout à fait net, il n'est pas question de revenir sur cette politique. Par contre, la région d'Île-de-France a une vocation qui d'ailleurs se développe. C'est la plus grande région économique française à l'heure actuelle. Elle peut développer encore l'accueil d'un certain nombre de grands services, les sièges sociaux d'un certain nombre d'entreprises ou de groupes européens. Elle est le centre actuellement de beaucoup de nos activités, de recherche ou d'enseignement supérieur. Tout ceci, elle peut le conserver, mais à l'intérieur d'une politique d'aménagement du territoire qui ne doit pas être modifiée. Autre discours du chef de l'État devant les 5000 participants au congrès géologique international, 5000 spécialistes provenant de 110 pays. Le président a insisté sur 3 thèmes très géologiques et aussi tout à fait d'actualité maintenant, l'approvisionnement, l'énergie et la croissance. Les affaires internationales avec des rumeurs de coup d'État dans la capitale bolivienne et ce quelques heures après le soulèvement de la garnison militaire de Trinidad, c'est-à-dire à 500 km de La Paz. Un commando d'extrême droite s'est emparé du principal dirigeant syndicaliste du pays. 3 personnes ont été tuées, une grève générale a été décrétée. Des 3, cette fois c'est fait, Ronald Reagan est officiellement investi par le Parti républicain et George Bush sera son colistier in extremis car une bonne partie de la nuit on a cru aux chances de Gerald Ford. Jacques Segui nous raconte cette folle nuit. Nancy Reagan, la femme de Ronald Reagan, n'était pas les dernières à participer à la fête. Elle était restée pendant toute la soirée à la tribune d'honneur de la Convention alors qu'à quelques centaines de mètres de là se jouait une partie historique pour l'Amérique. Ford et Reagan venaient de se rencontrer pour la 2e fois. Ford avait fait auparavant 2 apparitions sur les chaînes ABC et CBS pour dire « Si je retourne à Washington, ce sera pour y jouer un rôle important ». Et la convention se déchaînait, la rumeur se transformait en hystérie. Ford
Par son adhésion, elle est apportée une victoire presque certaine aux Républicains en novembre. Reagan oubliait que Ford l'avait battu il y a 4 ans. Et Reagan, en choisissant Ford, ouvrait la porte aux modérés de son parti, effaçant du même coup son image jugée trop à droite. Mais Gerald Ford avait des exigences, être considéré comme un coprésident avec un droit de regard sur la politique étrangère. À 1h du matin, Reagan rompait le suspense et venait lui-même à la tribune pour annoncer l'échec d'un projet trop ambitieux. Il refusait les conditions de Gerald Ford et du même coup, avec 12 heures d'avance, révélait le nom de son partenaire, l'ancien ambassadeur aux Nations Unies, George Bush. George Bush, qui a été l'un des rivaux les plus dangereux de Ronald Reagan au début des primaires, qui représente l'aile modérée des républicains, ancien sénateur, ex-directeur de la CIA. George Bush est l'une des personnalités les plus marquantes du Parti républicain. George Bush avait été l'adversaire le plus coriace de Ronald Reagan au cours de la campagne des primaires. On a même cru au tout début qu'il pourrait gagner la nomination. Par la suite, il avait dû se contenter de victoires dans les États industriels de Pennsylvanie et du Michigan et dans son État natal du Connecticut sur la côte Est. L'Est plus les États industriels où Reagan a le moins d'appui, là où Bush est populaire. Et c'est pourquoi Reagan a choisi Bush. Réputé modéré, mais avec des principes conservateurs, Bush a été ambassadeur aux Nations Unies, directeur de la CIA et chef de la liaison américaine en Chine en 1974. George Bush a 56 ans, il est le contraire de Reagan, fils d'un sénateur et ancien étudiant à Yale. Il est le produit de la société intellectuelle de la côte Est, plus ouverte au monde extérieur, plus raffinée. Voilà d'où vient George Bush, qui un jour de campagne n'hésitait pas à jouer avec les mots et la langue française. Mon accent est très mauvais, mais je parle un peu en français parce que j'ai étudié pendant 11 ans. Depuis 11 ans, pendant. Monsieur l'ambassadeur, vous avez une très jolie casquette quand vous reposez dans l'avion. It's marvelous. Ce chapeau ici? Oui. Yeah, très mauvais. It's very nice. Très gentil. Yeah. Gentil pour un chapeau? Joli. Joli. Gentil is nice, joli is pretty. Voilà, donc un vice-président, peut-être, qui sait porter le chapeau. Comme promis, les athlètes semblent au rendez-vous que nous leur avions fixé. Donc en direct au stade de Charletti, vous allez pouvoir assister au tout dernier meeting de très haut niveau, juste avant les Jeux Olympiques. Vous allez assister donc en direct à cette compétition du 400 mètres haies qui va voir peut-être un record, en tout cas une belle performance de l'Américain Moses que nous voyons sur ces images. Je propose de rejoindre tout de suite Dominique Duvauchel, donc quelques secondes avant le départ de cette course. Oui, Patrick, ici le stade Charletti, il fait très doux, très beau, un temps très propice à l'athlétisme ce soir pour ce meeting de Paris. Le dernier meeting avant les Jeux Olympiques, comme vous l'avez dit. Et celui que vous avez vu ici sur votre écran en maillot noir, c'est Edwin Moses, recordman du monde du 400 mètres haies, qui va tenter ici d'améliorer sa meilleure performance qui est de 47 secondes 13 centièmes. Performance qu'il avait établie il y a 2 semaines à Milan. C'était sa première course en Europe avec l'équipe américaine. Dans une dizaine de secondes, donc, le départ de ce 400 mètres haies. Le vent qui a soufflé défavorablement vient de s'arrêter, comme par miracle. Espérons qu'il en ira ainsi jusqu'à la fin de la course. Au couloir numéro 2, à suivre Guilaine. Au couloir numéro 5, Chazot le Français. Moses est à l'avant-dernier couloir. À la première haie, il est déjà très en tête. Il a presque remonté, il a déjà remonté sur la deuxième haie son décalage sur l'Espagnol Loveras. Il est très nettement en tête, Moses, sur la troisième haie. Quatrième, il fait une course toute seule. On va prendre son temps sur la cinquième haie, c'est-à-dire aux 200 mètres. 20 secondes 87, il était passé en 21 secondes lors de son record du monde. Je regarde le drapeau qui marque le vent, il y a un petit peu de vent défavorable, presque 1 mètre de vent défavorable dans la dernière ligne droite. Vous voyez, Moses ne peut pas être rattrapé. Derrière lui, c'est un autre Américain, c'est Phillips qui est au moins à 6 mètres derrière. Moses, c'est un athlète formidable. Je ne crois pas que le record du monde sera battu.
47h46. Non, le record du monde ne sera pas battu. C'est très certainement un temps au-delà des 48 secondes. Très certainement 48 secondes 5 dixièmes. En tous les cas, Moses est venu. Moses a fait ce qu'il devait faire, gagner cette course. Aucun homme au monde ne peut le battre. Et ce Moses-là, malheureusement, vous ne le verrez pas lors des Jeux Olympiques qui s'ouvriront après-demain à Moscou. En tous les cas, avant de vous rendre l'antenne, Patrick, je peux quasiment vous assurer ce soir qu'il n'y a pas eu de record du monde à Charletti, mais vous avez vu un des plus grands champions que l'athlétisme puisse connaître encore aujourd'hui. Et une bien belle course. Privatiser la SNCF, cette mesure paraît impossible en France, eh bien c'est peut-être ce qui va se passer pour son homologue britannique, la British Railways. Déjà aujourd'hui, le gouvernement britannique a mis partiellement fin au monopole dont jouit la Poste. Chemin de fer et services postaux, qui marchent de plus en plus mal de l'autre côté de la Manche, vont donc en partie être confiés au secteur privé. De Londres, Gérard Sebag. Overcraft, ferryboat, hôtel et bien sûr train. Le Grand Bazar. C'est ainsi que les Anglais ont surnommé la compagnie des chemins de fer britanniques. Une énorme entreprise aux activités multiples dans des secteurs différents sur le plan technologique. La British Railway veut céder au secteur privé ses sociétés d'overcraft, de ferryboat et d'hôtels. Au profit de technologies nouvelles, la modernisation de certains secteurs ont été négligées, notamment l'hôtellerie. La British Railway gère 29 hôtels, certains de qualité médiocre et d'autres d'un luxe exceptionnel. Ces trois secteurs ne sont pas des charges pour la compagnie, bien au contraire, excepté l'overcraft. Les ferryboats et l'hôtellerie sont eux très rentables. C'est pourquoi les syndicats sont contre ce démantèlement. Nous sommes contre ce projet et contre la philosophie du Parti conservateur. Si vous regardez ce qu'ils ont fait avec l'économie, ils cherchent à donner au secteur privé les compagnies nationales qui sont profitables. Le gouvernement britannique verse approximativement 40 milliards par an de subventions à la British Railway pour le transport des passagers. Et ce n'est pas en vendant ces autres sociétés qu'elle cessera de participer chaque jour au transport de millions de Britanniques. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que la compagnie des chemins de fer britanniques vende justement les entreprises qui marchent bien. À cela, elle répond tout d'abord que personne ne voudrait acheter une compagnie qui ne gagne pas de l'argent et que deuxièmement, la somme que rapportera cette vente, près de 3 milliards 500 millions de francs français, permettra de moderniser le réseau ferroviaire qui en a bien besoin. Ce projet, qui a toutes les chances d'être adopté par le Parlement britannique, malgré une très vive opposition du Parti travailliste, fait partie de la politique de Mme Thatcher et de son parti, assainir à tout prix les entreprises nationalisées qui sont en déficit. Et l'on prête maintenant l'intention à Mme Thatcher de s'attaquer à un énorme bastion, celui des postes et télécommunications britanniques. Voilà. La presse écrite, qui va bientôt se confronter avec les techniques nouvelles de transmission de l'information, reste confiante dans son avenir. C'est ce qu'il faut retenir d'une réunion à l'Élysée entre le président de la République et les représentants de la presse régionale. Il faut dire que la télématique est déjà, pour certains, en service. Georges Leclerc. Si un matin de la semaine vous allumez votre téléviseur sur Antenne 2, ce n'est pas la Mire que vous allez voir, mais un magazine écrit Antiope. Antiope ressemble donc à un journal, puisque ce sont des pages écrites qui sont des nouvelles internationales, de services, de renseignements pratiques. Vous voyez donc la similarité qui existe entre un journal écrit et la télévision. Elle apparaît ici à travers Antiope. Certains journaux vont l'utiliser. Par exemple, les dernières nouvelles d'Alsace ont déjà prévu d'utiliser Antiope de façon expérimentale. D'autres, au contraire, craignent cette arrivée de services nouveaux qui s'appelle la télématique, craignent pour eux, pour leur monopole des fois, pour leurs services et leurs lecteurs parfois. C'est pour ça qu'ils vont à l'Élysée demander des renseignements au président de la République. Il n'y a rien d'inquiétant pour nous, car là, Antiope se développe, si vous voulez, suivant les lois du marché. Et il semble que l'on s'oriente d'abord, et c'est tout naturel, vers des utilisateurs institutionnels, ce qui n'a pas de quoi inquiéter la presse, ce qui lui permet de retrouver des nouveaux équilibres et d'utiliser elle-même, et d'être un utilisateur progressif d'Antiope au fur et à mesure que
le public répondra en plus grand nombre. Pour le journal Sud-Ouest, il ne s'agit pas de craindre Antiope et la télématique, mais plutôt de bien savoir l'utiliser. Pour nous, ça peut être l'occasion d'affirmer que nous ne sommes pas enfermés dans une équation encre-papier. Il existe en France un monopole de l'audiovisuel qui fait que jusqu'à maintenant nous avons fait des journaux imprimés, mais nous nous sentons avant tout des professionnels de l'information. Et nous ne refusons évidemment pas une évolution technologique qui pourrait permettre de nous exprimer sous d'autres formes. Encore faut-il que ce soit économiquement viable, encore faut-il qu'il y ait aussi un besoin que ces nouvelles technologies soient bien reçues par le public, puisque en fait c'est quand même un très grand problème que celui de l'information du public. L'enjeu de la télématique est énorme. Ce sera un bouleversement de nos habitudes d'information. Antiope existe déjà. Demain, vous aurez l'annuaire électronique, la télévision directe, le vidéotexte. Ces mots encore mystérieux recouvrent de très gros marchés à conquérir. D'où toutes ces grandes manœuvres. Transmission toujours, depuis ce matin, la France compte 15 millions d'abonnés au téléphone, il y en avait 6 millions en 1974. Le téléphone pour tous en 2 mois reste l'objectif des PTT. Actuellement, il faut attendre en moyenne 5 mois pour obtenir une ligne, mais parfois plus dans des régions isolées. À partir de lundi, l'information d'Antenne 2 diffusera chaque soir dans C'est la vie une série de 40 sujets sur l'architecture et la vie quotidienne. Dis-moi où tu habites. Et une campagne sera réalisée avec le ministère de l'Environnement et du Cadre de vie. À Périgueux, un prisonnier qui avait bénéficié de la grâce du 14 juillet a tué son ancienne compagne et fusillé à bout portant 2 gendarmes, cela le matin même de sa libération. Et puis, explosion dans un cinéma désaffecté la nuit dernière à Lille. Ce soir, les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit d'un acte criminel. 3 bidons d'essence ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble. Pour les spécialistes, la violence de l'explosion s'explique par la forte puissance détonante des vapeurs d'essence. En face de l'ancien cinéma, 2 autres immeubles ont été endommagés. Comme chaque soir, le point sur les vacances. Peut-être parce qu'ils ont moins d'argent, mais surtout parce qu'ils rêvent de calme. Les Français partent de plus en plus en vacances, à la campagne, chez des parents, en location ou en camping à la ferme. C'est l'occasion pour eux de renouer avec la nature. Jean-Jacques Dufour. Fini le trekking au Népal, on marche dans le Cantal. Il semble bien en effet que beaucoup de Français se soient dit cet été, et si on partait chez Pépé en Auvergne, ce serait moins cher que d'aller aux Baléares ou sur la Côte d'Azur. Ainsi, économie oblige, la tendance est à la redécouverte du terroir, même si la mer reste encore la destination privilégiée de plus de 50% des vacanciers. Le remue-menat des vagues, pour moi, à un moment donné, c'est fatigant. La campagne, on se détend, ça change les idées d'un peu la ville. On entend moins de bruit. Et puis, parfois, on respire l'air pur. Bien évidemment, ici plus qu'ailleurs, le sujet de conversation numéro 1 est le temps qu'il fera demain. Car si cela gêne les touristes, ça ennuie encore plus les agriculteurs qui commencent à peine à rentrer les foins. Ça se pourrit avec un temps pareil. Je ne sais pas quand ça va changer. Vous avez beaucoup de retard? Oh oui, on a un mois de retard. Alors, et puis, quand c'est pas ramassé quand c'est le moment, c'est la mauvaise qualité après. Bien sûr, la pluie a fait écourter quelques séjours au mois de juin, mais dans l'ensemble, peu d'annulations. Comme nous le disait André, qui loue des appartements dans sa ferme, c'est ça, 300 habitants l'hiver, triple sa population pendant les 2 mois d'été. Le succès des vacances à la ferme est incontestable. Il faut dire qu'économiquement, la formule est intéressante. Pour les paysans, c'est un appoint financier appréciable. C'est bien intéressant. Mais ce qui on ne loue pas assez souvent. On loue 2 mois dans l'année, le mois de juillet et le mois d'août surtout. Vous les louez combien? On loue à la semaine, quoi. On loue, quoi, ça dépend du mois, entre 200 et 400. 200 et 400 francs? Oui. Ce qui fait 1600 francs, 1500 francs pour le mois? Oui, oui. C'est intéressant aussi pour ceux qui, comme Roger Piot, ne possèdent qu'un budget de 4500 francs, c'est-à-dire 1,5 fois son salaire, pour faire passer à sa femme et à ses 3 enfants un mois de vacances, et qui est bien obligé, par conséquent, de verrouiller son budget.
les locations coûtent beaucoup moins cher à la campagne qu'au bord de la mer. Pour ma part, ça me revient à peu près 3 fois moins cher à la campagne qu'à la mer. Et puis, entre 2 chiens paresseux et quelques poules, avec pour seule nuisance un bruit de tracteur de temps en temps, la campagne offre beaucoup d'avantages. Sans oublier de parler de la nourriture et de l'accueil, aussi bon l'un que l'autre. 250 adresses de fermes, comme celle-ci, une ancienne étable aménagée, où vous pouvez déguster, tout compris, avec le vin, entre 30 et 50 francs d'excellents plats, du lapin au chou, des omelettes au girolles ou au mousseron, les fromages du pays comme ici. Enfin, tous, tant que nous sommes là, pendant 3 jours, nous avons trouvé que le retour aux sources, c'était vraiment une excellente idée. Alors, pour tous les vacanciers qui doivent guetter la météo, vos prévisions rapides, Laurent Bourmel? Eh bien, toujours du soleil demain sur la moitié sud du pays. Au nord de la Loire, en revanche, un ciel devenant plus nuageux par l'ouest, avec des risques de petites pluies, en particulier sur le nord de la Bretagne. La Normandie jusqu'aux Flandres, un petit peu également dans le nord-est. Après-demain, eh bien, cette bande de nuages se décale vers le sud, sans doute jusqu'au Bordelais, jusqu'à Grenoble. Et dimanche, eh bien, elle se décale encore plus vers le sud, sur le midi, même le midi méditerranéen, tandis que sur le nord, nous retrouverons progressivement le soleil, annonçant très certainement une nouvelle amélioration. Merci Laurent. Le loto, voici ce qu'il fallait jouer pour gagner: le 2, le 4, le 7, le 17, le 28 et le 42, numéro complémentaire, vous le voyez, le 1. Et puis il y avait un quartet aujourd'hui à Vincennes, une combinaison gagnante que vous allez découvrir: 8, 12, 9, 15, et surtout un rapport record dans l'ordre 358 434 francs, ce qui est énorme, mais dans un ordre différent, un peu plus de 17 000 francs, donc ceci pour 5 francs. Voilà, ce journal se termine. Après l'émission d'Albert Robert sur Gérard Philippe, Hervé Claude vous présentera les toutes dernières nouvelles aux environs de 23h50. Et puis demain, ce sera l'écrivain René Fallet qui sera l'invité de notre édition de 12h45. Bonsoir à tous, à demain 20h.